Bonjour Harlem Désir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste. Un week-end assez chargé. Ce week-end, il y avait beaucoup de tensions entre Jean-Marc Ayrault et les Verts. La manifestation anti-aéroport Notre-Dame-des-Landes a dégénéré. Et les Verts, et notamment Cécile Duflot, soutenaient cette manifestation. Jean-Marc Ayrault leur a demandé hier de sortir de l'ambiguïté. Ils sont dans l'ambiguïté, les Verts? Je ne le crois pas, mais d'abord je veux condamner très fermement les violences qui ont émaillé cette manifestation. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des violences ces derniers mois dans des manifestations, c'était des groupes extrémistes, finalement qui n'acceptent pas les règles de la République et de la démocratie. Ça a été parfois des groupes d'ultra-droite, là ça a été des groupes d'ultra-gauche, et cela n'est absolument pas supportable quand on voit le mobilier urbain, quand on voit les dégâts que cela a pu causer dans Nantes. Donc il faut qu'il y ait vis-à-vis de ces groupes, et ce sera le cas, la plus grande fermeté de répression. Vous avez vu qu'une action en justice va être engagée, puisque le maire de Nantes a porté plainte, que tous les moyens vont être faits pour identifier les auteurs de ces troubles, et je demande à ce qu'ils soient sanctionnés très fermement. Et puis fermeté et clarté politique. Et moi j'ai entendu Emmanuel Cos, qui est la secrétaire nationale des Verts, immédiatement condamner ces actes de violence. Pas du tout avec la même fermeté. Quand on vous écoute à l'instant, Harlem Désir, on voit bien d'ailleurs votre volonté dès le début de cette interview de condamner, vous le dites, le plus fermement possible. Sauf que c'est pas exactement comme ça que ça a été fait par Europe Écologie Les Verts. Ils ont fait le service minimum en termes de condamnation de ces dérives. Moi, j'ai entendu, encore une fois, les responsables d'Europe Écologie Les Verts dire qu'évidemment, ils condamnaient ces actes de violence. Et cela me semble absolument nécessaire, absolument indispensable. Et je crois d'ailleurs qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les manifestants, dans leur immense majorité, qui ont défiler pacifiquement. Le droit de manifestation est constitutionnel, personne ne songe à le remettre en cause, et des groupes vis-à-vis desquels il faut effectivement, y compris les organisateurs de telles manifestations, se démarquent et vis-à-vis desquels il ne doit y avoir aucune indulgence. Si Jean-Marc Ayrault, hier, a cru bon de demander à Europe Écologie Les Verts de sortir de l'ambiguïté, c'est qu'il estime qu'il y avait ambiguïté. Je crois que le Premier ministre a voulu dire qu'effectivement, il ne devait pas y avoir d'ambiguïté. Il dit qu'il faut sortir de l'ambiguïté, ça veut dire qu'il estime qu'il y en a une. Et il ne peut pas y en avoir. Pour le reste, sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes, il y a un désaccord avec les Verts qui est connu. Et il est connu depuis avant la constitution du gouvernement. D'ailleurs, il avait même été inscrit dans l'accord pour les élections législatives et l'accord de majorité entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, que sur ce point, effectivement, il n'y avait pas d'accord, puisqu'on sait qu'ils ne soutiennent pas ce projet d'aéroport. Donc il n'y a rien de nouveau sur ce plan. Pour vous, c'est circulé, il n'y a rien à voir, quoi. Il n'y a pas de problème. Cécile Duflot, qui donne quand même une interview dans Le Monde vendredi pour dire, avec beaucoup d'exigences, qu'on ne va pas assez loin sur l'écologie, pour dire également que si elle n'était pas dans le gouvernement, elle irait manifester plutôt 2 fois qu'une. Elle en rajoute. Et tout ça, pour vous, c'est rien de spécial, c'est rien de nouveau, c'est pas grave. Dans cette interview, Cécile Duflot, comme Pascal Dufin, l'autre ministre, Pascal Canfin, l'autre ministre écologiste, Duflot, Canfin, Dufin, on a compris. Voilà, deux ministres donc d'Europe Écologie, Pascal Canfin et Cécile Duflot se sont exprimés tous les deux ce week-end, et tous les deux ont réaffirmé qu'ils souhaitaient qu'Europe Écologie Les Verts reste au gouvernement, continue à agir, notamment pour préparer ensemble la future loi de transition énergétique, et on sait qu'ils vont défendre un certain nombre de positions, mais aussi parce que Cécile Duflot s'occupe de la politique du logement, Pascal Canfin de la politique de développement, qu'ensemble à l'Assemblée, écologistes et socialistes, nous votons le budget, nous votons les lois de réforme, les grandes réformes, la sécurité sociale, tous les progrès que nous avons faits ensemble nous lient, et moi je sais que les écologistes ont pris la décision de continuer à agir au sein de cette majorité. Je voudrais simplement, pour mémoire, rappeler qu'en novembre 2012, vous aviez déjà dit, je vous cite, un parti de la majorité gouvernementale ne devrait pas s'impliquer dans des manifestations qui prennent pour cible le Premier ministre sur un projet soutenu par les collectivités locales et leurs habitants très majoritairement. Ça veut dire qu'il y a 1 an et demi déjà, vous qu'il y avait un problème. 1 an et demi plus tard, ça n'a pas bougé et malgré tout, vous minimisez. Mais d'abord, sur ce dossier de Notre-Dame-des-Landes, il y a une procédure qui a été ouverte de concertation depuis, pour prendre en compte les dimensions environnementales, le respect notamment des zones Natura 2000, pour faire en sorte qu'il y ait une concertation. Donc il y a une méthode qui est celle du dialogue, mais qui doit permettre, c'est vrai aussi, de prendre en compte le point de vue des collectivités locales. Vous avez entendu s'exprimer le président de la région Pays de Loire, par exemple, ou les maires des collectivités. Bon, donc ce projet, il est ancien, on sait qu'il est soutenu par les collectivités locales, et on sait aussi que de l'autre côté, les écologistes n'y sont pas favorables. Laissons-le suivre son cours. Plus largement, Harlem Désir, est-ce que malgré tout, toutes ces petites humiliations, toutes ces petites insolences, est-ce que c'est pas ça qui sape l'autorité du Premier ministre ?
Mais il y a une majorité, elle est diverse. S'il n'y avait, si tout le monde avait les mêmes positions sur toutes les questions, il y aurait qu'une formation politique. Bon, il y a plusieurs. Mais il y a plusieurs formations politiques. Donc elles ont leur sensibilité, elles ont leur histoire, elles ont leur approche sur un certain nombre de sujets. Et en même temps, elles gouvernent ensemble. Et effectivement, dans l'acte de gouverner, elles se doivent d'être solidaires, d'être cohérentes. Donc moi, j'appelle à cette cohérence, à cette solidarité, mais je demande aussi qu'il n'y ait pas de tensions inutiles. Il faut calmer le jeu parce qu'on a à s'occuper de l'essentiel. C'est ça, votre volonté ce matin, c'est calmer le jeu. Absolument. Non, mais je vais vous dire pourquoi. C'est pas pour des raisons simplement politiques, j'ai envie de dire. C'est pour des raisons de fond. C'est que le président de la République a demandé à ce qu'en ce début d'année, on se concentre sur une chose essentielle. Le pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'accepte pas l'idée que notre économie ne redémarre pas alors qu'elle est en train de redémarrer ailleurs. D'ailleurs, le redémarrage a commencé en France à la fin de l'année 2013. Donc maintenant, on met tous les moyens. Moi, j'étais au salon de l'agriculture. Peut-être on en dira deux mots. Je vois dans ce secteur, tout le monde est en train de se mobiliser pour voir comment on va pouvoir utiliser les baisses de charges, les nouvelles marges pour investir, pour innover, pour embaucher. Dans le secteur. Je comprends bien que vous vouliez parler du parti. Non, mais je veux parler d'écologie. Je veux parler d'écologie. Qu'on s'arrête sur cette question de cohérence. Vous dites qu'il faut de la cohérence. Je voudrais quand même rappeler que la semaine dernière, Jean-Vincent Placé, il dit Arnaud Montebourg, c'est un ministre inutile. Ce matin, Noël Madmer, il dit c'est Jean-Marc Ayrault qui doit sortir de l'ambiguïté. Tout ça, franchement, vous estimez qu'on peut passer dessus, que ce n'est pas grave quand Jean-Vincent Placé dit que Montebourg est par exemple inutile. Chacun d'ailleurs a des positions différentes. Noël Madmer, je crois, a annoncé qu'il quittait Europe Écologie Les Verts. Bon, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche collective. Je parlais d'un secteur, je peux parler de l'industrie. Les écologistes sont attachés à la transition écologique. Bien, dans le secteur de l'industrie, on a besoin à la fois de redonner des marges à nos entreprises, c'est d'ailleurs la suite de ce qu'on avait fait avec le pacte de compétitivité, mais il faut qu'on rattrape notre retard. L'industrie française, elle a des atouts extraordinaires, mais elle doit redevenir beaucoup plus puissante, beaucoup plus exportatrice. Et un des facteurs de l'innovation, ça va être justement la technologie, les technologies vertes, la transition écologique. Ça sera créateur d'emplois, de valeur ajoutée, d'innovation, et ça nous donnera des parts de marché et ça créera un emploi de meilleure qualité. Dans tous les domaines, nous devons ensemble, majorité, toutes composantes, socialistes, écologistes, radicaux de gauche, travailler à la réussite de ce pacte de responsabilité auquel nous avons d'ailleurs appelé les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats, eux aussi à travailler. Mais il faut aussi que les acteurs politiques se mobilisent autour de la réussite de ce pacte. On sent bien que toutes ces divergences, elles fragilisent cette cohérence justement, alors que, vous le disiez, il y a besoin quand même en particulier de relever l'économie, de relever le pays. Le problème, c'est qu'au-delà de la question de la présence des Verts, on voit qu'il y a quand même que 20% d'opinion favorable aujourd'hui. François Hollande, il va quand même bien devoir changer quelque chose. On parle beaucoup d'un remaniement. Est-ce que d'après vous, le temps est venu ? Bon, d'abord, vous savez, cette question, elle est posée de façon rituelle, récurrente, mais il n'y a qu'une personne qui a la réponse. C'est une prérogative du président de la République. Et donc, c'est lui qui décidera, le moment venu, ça interviendra sûrement à un moment. Ça, on comprend bien, on connaît la Constitution. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand je vais rencontrer des Français, j'ai fait beaucoup de rencontres avec des chefs d'entreprise, avec des salariés ces derniers temps, à l'occasion de déplacements aussi pour soutenir des candidats aux municipales, où on fait également, évidemment, du porte-à-porte, on va sur les marchés. Ils ne me parlent pas de ça. En revanche, ils me parlent de quoi? Est-ce qu'on va réussir à faire redémarrer l'emploi? Est-ce que nos gamins vont avoir un emploi? Alors, il y a déjà les 100 000 emplois d'avenir, mais est-ce que ça va... bien que tout est lié. Comment on fait redémarrer quand on n'a pas une équipe à laquelle les gens font confiance? Est-ce que Laurent Fabius, par exemple, ferait un bon Premier ministre? Vous voyez, il ne me pose pas des questions sur les personnes. Moi, là, je vous la pose. Moi, je vous la pose. Est-ce que Laurent Fabius ferait un bon Premier ministre? Moi, me mettre d'abord, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Il y a un Premier ministre qui s'appelle... Il en a nommé un. Il s'appelle Jean-Marc Ayrault, qui travaille en confiance au service du président de la République. Et si un jour, il y a un remaniement, c'est le président de la République qui répondra à cette question et qui vous dira si telle ou telle personnalité a été choisie. Mais c'est pas moi. C'est les Français. Ils élisent un président de la République. Le président, il fixe un cap, il demande à son gouvernement de travailler sur ce cap. C'est ça qui se passe. Et ce qui intéresse les Français, c'est que Laurent Fabius est un bon ministre des Affaires étrangères. C'est la tâche dont il a été chargé. Par exemple, on a vu comment, avec les ministres allemands et polonais, il est allé à Kiev. Et l'Europe, pour une fois d'ailleurs, a été présente. Et sa politique étrangère a permis de sortir d'une crise. Maintenant, il faut être effectivement très attentif à ce qu'il n'y ait pas une partition de l'Ukraine et à ce qu'on aille vraiment vers l'organisation d'élections démocratiques. C'est ça qui intéresse les Français. C'est que chaque ministre
soit opérationnel dans son secteur de responsabilité. Mais justement, il y en a 38 des ministres dans notre gouvernement, alors que justement, vous parliez des Allemands. Côté allemand, ils sont 15. Matteo Renzi vient de former un nouveau gouvernement en Italie, ils sont 16. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème tout simplement de chiffres? Est-ce que 38 membres du gouvernement, c'est pas trop? Mais vous savez, dans chaque pays, il y a des structures gouvernementales différentes. Des fois, vous avez peu de ministres, mais beaucoup de ministres délégués ou beaucoup de secrétaires d'État, par exemple. 38 autour de la table, ça peut fonctionner? Vous avez un gouvernement français qui est constitué comme tous les autres gouvernements en Europe. Et encore une fois, moi, j'essaye de me préoccuper, là, maintenant, de faire en sorte qu'avec ce gouvernement, avec cette majorité, parce que les Français, ils peuvent pas attendre d'autres échéances. Hein, on va se débrouiller avec ce qu'on a. On fasse repartir le pays. On fasse redémarrer sa croissance, on fasse redémarrer l'investissement, on fasse en sorte qu'il y ait plus d'emplois pour les jeunes, pour les seniors aussi, parce que vous avez vu que sur ce plan, il y a encore des efforts à faire. C'est pour ça qu'on fait monter en puissance, en particulier le contrat de génération. On a eu de premiers résultats de la politique qui a été menée. Ils sont maigres quand même. Ben non, ils sont pas maigres. Pendant 8 mois, depuis 8 mois, le chômage des jeunes a reculé. Le chômage des adultes jusqu'à 50 ans, il s'est stabilisé. Mais c'est vrai que le chômage de longue durée et le chômage des seniors, lui, il n'a pas encore reculé. C'était quand même ça l'enjeu majeur. Et voilà. Et donc l'enjeu, il y a eu un échec. Ben, ce qu'on voit, mais non, le chômage, il a augmenté d'1 million pendant les 5 années du mandat précédent. Hein, donc, faut voir la situation qu'on nous a laissée. Non, mais on nous a laissé. Est-ce que la courbe du chômage baisse avant la fin de l'année? Ça n'a pas été fait. Tout le monde sait qu'il faut du temps pour obtenir des résultats. Et donc, là, je vois, moi, dans les entreprises, qu'elles vont maintenant bénéficier du crédit impôt compétitivité emploi. La plupart, c'est au mois de mai qu'elles vont pour la première fois le toucher. Je discute avec elles. Qu'est-ce qu'elles me disent? Ça va nous donner des marges. On va être meilleur dans la compétition. On va pouvoir acheter une nouvelle machine-outil. On va pouvoir mieux former nos salariés. On va pouvoir embaucher. On va pouvoir prendre des jeunes en contrat de génération. Et j'ai vu ça dans des secteurs très différents. Dans la mécanique de précision, dans le bâtiment et la construction, dans l'agriculture, je l'évoquais tout à l'heure, dans le design automobile. Donc, il faut continuer. Parce qu'il faut que maintenant l'emploi marchand, la croissance des petites et moyennes entreprises reprennent son mouvement. C'est ça qui va faire qu'on va s'en sortir. Et tous les acteurs politiques, ils doivent être concentrés là-dessus. Harlem Désir, que vous êtes totalement dans l'idée que ça va au gouvernement, ça va avec les Verts, mais oui, la reprise quand même, elle est là, les résultats, mais si on en a. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous êtes quand même dans le déni? Non, mais si ça allait, je pourrais vous dire, on peut s'occuper de tout un tas d'autres choses, des petits états d'âme de telle personne, de savoir si un tel veut faire des commentaires sur l'action de tel autre. S'occuper des questions justement des Verts, de leur. On n'a pas le temps, on n'a pas le luxe de s'occuper de nos problèmes. On doit ne s'occuper que des problèmes des Français. On ne doit ne se préoccuper que des résultats pour la France. Et la noblesse et l'intérêt même de notre engagement politique, de la responsabilité que nous ont donnée les Français en élisant, après avoir choisi François Hollande, une majorité à l'Assemblée nationale, écologiste, verts, radicaux de gauche, c'est que nous attelions à redresser ce pays. Vous êtes quand même un peu dans un vœu pieux. Parce que j'ai voulu vous montrer que nous commençons à avoir des résultats. Parce que, par exemple, il y a eu aussi plus 0,6% de l'investissement à la fin de l'année dernière. Il y a création d'entreprises. Visiblement, vous les voyez, les évolutions, mais les Français, on a l'impression qu'eux, ils ne les sentent pas. Ce qu'ils veulent, c'est les sentir. Et pour qu'ils les sentent, ils veulent que, encore une fois, on mette toute notre énergie et on met tous les moyens à réussir ce pacte de responsabilité. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on calibre bien ce que va être la baisse des charges par rapport au maintien du crédit d'impôt compétitivité emploi. Et de l'autre côté, en termes de contrepartie, qu'est-ce qu'on obtient comme nouveau dialogue social? Exactement. Ce qu'on demande, c'est que maintenant les partenaires sociaux se mettent autour de la table, ils vont se rencontrer le 28 février. Voilà. Et que chacun arrive avec des propositions. Moi, j'ai vu que plusieurs grandes organisations patronales et syndicales ont enfin fait des propositions. Et que même des organisations syndicales, je les ai toutes rencontrées, qui au point de départ avaient un point de vue, disons, défavorable au pacte, font des propositions. Ouais. Oui, mais maintenant, elles viennent avec des propositions. Propositions sur l'emploi des jeunes, sur la formation, contre le sur les qualifications, dans les branches, qu'est-ce qu'on peut obtenir en termes de formation en alternance et d'apprentissage. Bon, voilà, donc ça va être maintenant la mise en œuvre concrète qui va être importante. Et toutes les forces sociales et politiques doivent se mobiliser. Par exemple, dans les territoires, quand vous discutez avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les chambres d'agriculture, avec la région qui souvent a financé... Que tout le monde se mette en branle. Que tout le monde se mette autour de la table, dans la région, après qu'il y ait eu la négociation nationale et la négociation par branche, et qu'on dise maintenant comment on
qu'on va faire pour que le pacte soit le plus efficace dans notre région? On a tel type de qualification qui existe, telle entreprise qui est en danger, telle filière. J'ai visité par exemple des entreprises de la filière bois, où vous avez des développements extraordinaires dans le domaine de l'énergie, de la construction, bien sûr, dans les exportations. Comment est-ce qu'on optimise Vous dites que vous avez rencontré tous ces gens. Vous dites que vous avez fait tout un tour de France. Dans 30 jours, c'est les municipales. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que le climat de défiance va peser sur le résultat, notamment de vos candidats socialistes? Bon, d'abord, moi, ce que je vois dans ces campagnes sur le terrain, sur les municipales, c'est que les gens sont passionnés par les projets de leurs candidats, de leurs maires. On a beaucoup de maires qui sont passionnés, oui, parce qu'on a quand même le sentiment au contraire qu'il va y avoir beaucoup d'abstention. Alors, la deuxième chose, c'est qu'ils sont passionnés, mais ils vont pas voter. Et voilà, non, la deuxième chose, c'est qu'il faut les convaincre que s'ils veulent continuer avec leur maire, leur bon maire, qui a fait un tramway, qui a développé les services publics de proximité, qui a ouvert des crèches, qui a pris en charge les seniors par de nouvelles activités, il faut qu'ils aillent voter. Bon, et donc tout l'enjeu, c'est ça, on fait du porte-à-porte, on est sur les marchés, c'est qu'il y ait cette mobilisation. Je vois des sondages, il y en a un encore qui est sorti sur une ville, par exemple, comme Avignon, qui nous donne gagnant, alors que c'est une ville où nous ne sommes pas sortants. Parce que sondage montre que 80 à 100 villes, une grosse ville moyenne, c'est forcément, pourrait être perdue on pour le la gauche. sait, il y a forcément, quand on est au gouvernement, ce risque qu'il y ait une abstention et qu'il y ait un certain nombre de villes perdues. Donc il faut se mobiliser. Non, moi, ce qui me rassure d'une certaine façon, c'est que nos candidats... On a l'impression qu'il y a une bouteille entre nous deux, vous voulez absolument voir la bouteille à moitié pleine. Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours être en train de se dénigrer? Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours être en train de dire des choses négatives sur le pays? On est un pays qui aime la politique dans le bon sens des choses. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement aussi respecter les Français qui aujourd'hui ont eux le sentiment que les choses vont mal? Oui, mais je vais vous donner une inquiétude, parce que c'est vrai, évidemment, il y a beaucoup de territoires qui souffrent. C'est que je sens qu'il y a quand même un risque de vote extrême droite dans un certain nombre de territoires. Je vois le climat, par exemple, dans une ville comme Fréjus. On voit bien l'espèce de démagogie avec laquelle on instrumentalise n'importe quel sujet. Bon, c'est vrai aussi que c'est une ville où le maire UMP de droite est mis en cause dans des affaires. La droite s'est divisée. Il faudrait peut-être qu'elle clarifie sa propre situation. Depuis longtemps, on alimente des peurs, on joue sur de la démagogie contre les étrangers, etc. Oui, il y a ce risque. Donc, moi, j'appelle les citoyens à se mobiliser, puisqu'ils savent que c'est un choix pour un maire, pour une équipe, pour un projet pour les 6 prochaines années. Et puis je demande aussi à ce que, Monsieur Copé respecte un peu le sens de ces élections, qu'il arrête cette campagne qui consiste à dire que le sens de l'élection municipale, c'est tout sauf Hollande. Il a dit alors moi, des élections pour dire stop à François Hollande. Oui, ça, c'est ce qu'a dit Jean-François Copé. C'est pas une élection revanche, l'élection municipale. Monsieur Copé, il faut qu'il respecte un petit peu les citoyens. C'est une élection pour choisir des projets pour 6 ans, pour sa ville. Donc moi je dis stop à la démagogie, stop à l'instrumentalisation de cette élection. Et que Monsieur Copé, puisqu'il est président du principal parti de l'opposition, fasse plutôt des propositions fasse plutôt des propositions sur la situation nationale, sur le pacte. On n'a rien entendu. Alors si, il y a un certain nombre de gens, Monsieur Raffarin, Monsieur Barouin, qui ont dit chiche, qui ont dit c'est bien, mais Monsieur Copé, lui, il a dit non, on veut même pas participer à la discussion. Au total, on a en face de nous une opposition qui est totalement destructive, si vous voulez, destructrice peut-être, qui ne fait pas de propositions, qui ne s'implique pas dans ce débat. Elle ne propose rien, mais elle détruit. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé en France de faire des grandes coalitions comme en Allemagne. On n'a pas le même système institutionnel, mais enfin sur des grands sujets, sur des grands sujets d'intérêt général comme le redressement de notre économie, de notre industrie, de l'emploi. Peut-être que de temps en temps, il pourrait y avoir une opposition qui accepte de rentrer dans un dialogue. Main tendue d'Harlem Désir à Jean-François Copé. Nous, on l'a fait quand on était dans l'opposition, qui a eu la proposition du Grenelle de l'environnement. Donc à l'époque, je crois que c'est Monsieur Borloo, qui était le ministre de l'Environnement. C'était le gouvernement. D'accord, c'est un gouvernement Fillon, Sarkozy, c'était pas des alliés, mais on l'a voté. Parce qu'on a considéré que c'était l'intérêt du pays que d'aller vers cette transition écologique. Moi, j'aimerais aujourd'hui que Monsieur Copé et l'UMP, au lieu d'être dans le stop à Hollande et la démagogie qui n'a aucun sens en voulant faire de l'élection municipale un vote sanction, un vote revanche de l'élection nationale, soit dans un dialogue constructif avec nous sur le redressement du pays. Harlem Désir, quand même, sur ces histoires de manifestations qui ont dégénéré à Nantes. Après les débordements, Manuel Valls a pointé les groupes d'extrême gauche, vous en parliez vous aussi à l'instant. Éric Ciotti demande au gouvernement la dissolution
dissolution de ces groupes d'extrême gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que si un certain nombre de... Alors il y a notamment ces groupes que Manuel Valls a mentionnés, qu'on appelle Black Bloc, qui sont des groupes dans lesquels il y a des extrémistes français de chez nous, mais aussi des gens d'autres pays. Effectivement, ce sont des groupes... La question se pose pour vous d'éventuelles dissolutions de ces groupes-là. Où ce sont des règles qui ont été fixées depuis les années 30 et qui ont été fixées notamment au Conseil d'État, où des groupes engagent des actions violentes, menacent d'une certaine façon l'ordre public et les principes de la République, effectivement, ils peuvent être dissous. Donc ça, c'est au ministre de l'Intérieur d'évaluer. Mais je voudrais noter aussi une chose, c'est que nous avons, la gauche, le gouvernement, le Parti socialiste, nous avons condamné et nous condamnons ces violences. Parce que nous condamnons les violences d'où qu'elles viennent. Que ce soit celles des blocs d'extrême droite ou des blocs d'ultra-gauche. Je note que la droite et l'extrême droite a condamné la violence hier, mais qu'ils n'avaient pas condamné les manifestations violentes qui ont eu lieu en marge de la manif pour tous. Et donc moi, je leur demande de faire preuve de la même clarté. Je ne les ai pas entendus condamner avec la même virulence qui s'était passé lors du fameux jour de colère, où on avait vu, c'était le jour de toutes les haines, de tous les extrémistes, de tous les antisémites qui s'étaient rassemblés là dans la rue et qui eux aussi avaient fait des provocations violentes. Donc il faut que tous les républicains soient capables de la même fermeté vis-à-vis de tous les extrémistes. D'après le dernier bilan, il y a eu 14 interpellations à Nantes, alors qu'on a vu effectivement des gros déferlements de violence et de casse. Est-ce que c'est pas un peu maigre, 14? Écoutez, je crois franchement que les forces de l'ordre ont fait un travail remarquable dans des conditions, dans des conditions difficiles, très difficiles, où leur tâche est à la fois de protéger les biens et en même temps de protéger les personnes, y compris les manifestants, et d'éviter qu'il y ait des drames qui se produisent en marge de telles manifestations. Qui voit effectivement toujours la bouteille à moitié pleine. Merci d'avoir été notre invité.